Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes dimanche 6 novembre 2022. Je continue mes digressions à partir de cet ouvrage. Hegel, philosophe, Hegel, donc sa philosophie, sa vie, son œuvre. Voilà. Euh, c'est un livre de vulgarisation, de simplification de son travail, et je prends simplement appui sur ce que je lis, que je découvre en même temps que je le lis d'ailleurs. Voilà, c'est comme ça que je pratique. Et je prends appui pour défendre ma théorie, la théorie que je développe donc sur mécanique universelle. Et qui essaie d'éclairer l'idée selon laquelle l'humanité, notre humanité, le groupe humain, est destiné à atteindre son ultime perfection. La paix universelle, l'amour du prochain, etc. Et surtout, parce qu'en définitive, à mon sens, c'est le but, il est spirituel. C'est l'accession facile à l'état d'extase. Pourquoi? Je ne sais pas. La raison pour laquelle cet univers s'est mis en route, pourquoi quel est le sens de tout ça? À mon sens, déjà, il y a un sens. C'est déjà la première chose qui me paraît complètement évidente. Et je pense que bon, toutes les spiritualités le disent depuis le début, depuis des milliers d'années, mais toutes les philosophies aussi, la plupart des philosophes, une grande partie des scientifiques, etc. Donc, et puis l'intuition populaire de ces 8 milliards d'êtres humains que nous sommes, la grande famille de l'humanité que nous sommes, 8 milliards d'êtres humains, on est dans ce sens. Alors, bon, je vais commencer par dire ce que j'ai écrit sur Twitter. Notre chef d'État a demandé à ce qu'on fasse des propositions sur la COP 27 qui se tient en Égypte. Alors j'ai fait quelques propositions, j'ai parlé surtout de la paix, quoi, de passer à un autre degré, un degré où on, pas forcément vis-à-vis de cette guerre, mais de passer sur une autre conscience, un autre niveau de conscience. Et donc la dernière chose que j'ai dit voilà, je vous propose de demander, de dire aux 120 chefs d'État qui seront présents à la COB, de leur dire, bon, il est temps de cesser nos conneries, de cesser nos enfantillages, là, de cesser de se bagarrer, de se faire la guerre, de se mettre des bâtons dans les roues, de fonctionner comme des gangs, voilà, des groupes qui se font face, etc. Il est temps de sortir de ça parce que nous sommes une humanité, maintenant nous le savons, une humanité, une seule espèce humaine, une seule humanité. Nous sommes perdus au milieu de l'univers. Voilà, j'ai fait ça pour un peu choquer parce qu'en fait, reprendre conscience, arrêter d'avancer la tête baissée comme ça en se disant merde, voilà, tout est comme ça. Bon, perdu au milieu de l'univers et dont le but est de se fédérer, de fonctionner en symbiose, de passer au niveau d'une relation symbiotique mondiale, d'évoluer à travers la paix, la joie, voilà, de façon consciente, ensemble, travailler l'humanité. Voilà.
Donc, c'est ce que j'ai dit. Et en fait, c'est très... Voilà, je pense que si Hegel vivait aujourd'hui, Hegel pensait quelque chose d'assez similaire, à mon sens, à son époque, il y a 200 ans quand même. Même plus, d'ailleurs. Et donc, il pensait à peu près la même chose. Et simplement, il n'avait pas, il disposait pas de tout ce que on dispose aujourd'hui de conscience. Déjà, il n'avait pas la chance d'avoir eu le darwinisme qui vient de dire que voilà les systèmes évoluent, etc., qui pouvait donner une vision plus clair à son époque. Il n'a pas eu la chance d'avoir la vision planétaire maintenant que nous avons, l'idée d'un village planétaire, l'idée de l'ONU, l'idée voilà, de toutes ces choses qui nous font comprendre qu'on est à l'orée de fonctionner universellement et qu'il ne faut plus grand-chose. Maintenant, c'est plus qu'une question de conscience. Alors oui, les problèmes ne vont pas se régler, mais on peut commencer à orienter notre esprit vers un travail commun, pour une humanité commune, pour etc., etc., et travailler dans ce sens. Et non seulement à travers entre pays, entre peuples, etc., mais aussi à travailler ensemble entre spiritualités, parce toutes les spiritualités sont complémentaires. Ce sont des pièces, chacune est une pièce d'un puzzle qui, une fois qu'elles seront bien positionnées, bien comprises, bien vues, donneront l'image de ce que c'est que le divin, en somme. Voilà. À mon avis, c'est comme ça. Bon, voilà. Alors, je vais essayer quand même d'avancer un petit peu dans cette lecture. Alors, est-ce que j'en suis là? Où est-ce que j'en suis? Non, j'en suis là. Je commence la lecture et puis je digresse s'il le faut. La véritable action. Alors, je vous... Voilà. Il paraît que c'est intéressant, que c'est bon pour non seulement pour le moral, mais également pour l'évolution du site, de mettre un avis, de mettre vos avis, voilà, de mettre des pouces, etc., les choses qui se font là sur Internet. Et en fait, ça, si vous... Je parle mal, je suis désolé, je suis un peu... Voilà, comme ça... je ne parle pas avec des égards, je ne sais pas bien le faire naturellement, je n'ai pas été éduqué dans ce sens, je n'ai pas eu d'exemple, de bon exemple à ce niveau-là. Et donc malheureusement, j'oublie bien souvent de parler avec diplomatie, gentillesse, tranquillité. Alors donc ce que je voulais dire, c'est si vous pensez que ce travail, le travail que je développe depuis 22 ans maintenant, a un intérêt un intérêt d'être un peu répandu, d'être un peu mis en lumière, eh ben, vous pouvez mettre des avis. Quand vous mettez votre avis, ça fait évoluer le nombre de vues. Voilà. Bon, je commence ma lecture. Alors, la véritable action, subjective-objective, est aussi singulière, universelle. Si l'on veut ressaisir le devenir historique, il faut se convaincre que les événements résultent d'actions individuelles, qui ont leur finalité individuelle, et qu'ils ne se produiraient pas sans elles. Mais ces actions individuelles appellent toujours en même temps d'autres conséquences que celles qu'elles visaient, de telle sorte que l'histoire, comme processus universel, bien qu'elle ait besoin
des individus détient cependant sa propre fin en elle-même, indépendante de leur projet. C'est en général rétrospectivement que les hommes s'aperçoivent qu'ils ont accompli ce qu'ils ont accompli, ou qu'ils ont accompli plus qu'ils ne le désiraient, et autre chose, qu'ils ont inconsciemment travaillé à une œuvre qui les dépasse infiniment, sans avoir pour autant renoncé à leur but et à leur activité subjective. Alors, c'est Jacques Dante qui écrit ça, hein, qui donc regroupe, et il a écrit ça en 1967. C'est important de le resituer. Et effectivement, c'est formidable comme prise de conscience, parce qu'en fait, c'est vrai, c'est rétrospectivement, c'est après qu'on se rend compte de quand on vit une expérience, n'importe laquelle, violente, dure, joyeuse, heureuse, etc., on se rend compte plus tard qu'on ne pouvait pas ne pas la vivre, qu'il fallait qu'on rencontre telle personne, qu'on vive tel événement, que ça nous a entraînés et que nous sommes la somme de ces événements. On n'est que la somme de ces événements finalement. Voilà, aujourd'hui, ce que je suis, c'est la somme de tout ce que j'ai vécu. Voilà, les premières fois où je me suis cassé la figure parce que je ne savais pas marcher et que je tentais d'aller d'un bout de fauteuil à une chaise, je ne sais pas, je ne me souviens pas de ces moments, mais voilà, ces échecs, ces trucs, et puis les peurs, les terreurs que j'ai vécues dans l'enfance, les maltraitances, les ci, les ça, et peut-être les qui m'ont poussé à rêver, à imaginer, à penser. Et je suis un exemple de ça, parce que sans la violence que j'ai subie dans cette enfance, qui a été vraiment costaud quand même, extrêmement costaud, eh ben, la mécanique universelle n'existerait pas. C'est parce que je suis parvenu par ça a été quelque chose de magique, de transformer tout ça, de transformer toute cette violence en désir de réconcilier le monde, quoi. Voilà, c'était ça. Comme j'arrivais pas à réconcilier mes géniteurs, c'était impossible, et de réconcilier ce petit village dans lequel je vivais. Eh ben, je suis passé à l'échelle de l'humanité, quoi. C'est fou, voilà, quand on y réfléchit. Et c'est un désir de réconcilier qui me pousse à ce travail-là, en somme. Voilà. Et donc, tout est fondamental. Donc, on ne sait pas, au fond, ce que... Et le travail que je suis en train de faire, la mécanique universelle, on sait pas, je ne sais pas du tout ce que ça va donner pour le... Voilà, comme le dit Hegel, une chose qui me dépasse peut-être. Déjà, ça me dépasse. Il y a eu 15 millions de vues sur Internet. C'est hallucinant quand on y réfléchit. Quand on voit que Nietzsche, il a peut-être vendu 50 ou 100 livres ou 500 livres dans son existence. Voilà, il a fallu des quelques siècles pour qu'on prenne conscience de l'œuvre magistrale qu'il avait fait. Voilà. Et c'est quand même, voilà, c'est incroyable dans les choses. Et c'est pareil, ben voilà, l'œuvre de Platon, il ne savait pas les répercussions qu'il pouvait avoir. Et Platon, 2500 ans plus tard, c'est un frère, quoi. Il est là, il est à côté de nous, à table. Voilà, il y a peut-être aujourd'hui, sur les 7 milliards, il y en a peut-être 4, 5 qui le connaissent, qui savent qui est Platon. C'est quand même hallucinant quand on y réfléchit. Voilà, peut-être pas, peut-être moins, mais bon, voilà, et de génération en génération, il y a toujours, il a irrigué peut-être une centaine de milliards d'êtres humains qui sont passés. Je ne sais pas combien, mais c'est incroyable, quoi. Voilà. Et évidemment qu'ils ont
inconsciemment travailler à une œuvre qui les dépasse infiniment, sans avoir pour autant renoncé à leur but et à leur activité subjective. Voilà, on croit qu'on travaille pour soi, c'est la ruse de la raison. On pense qu'on travaille de façon égoïste, etc. Mais en fait, on travaille toujours pour l'humanité, quoi qu'il arrive. On est des altruistes qui s'ignoreront. On ignore que nous sommes des absolus altruistes en réalité, puisque nous traversons rien de l'autre côté. Voilà, on peut accumuler une belle télé, un beau fauteuil rouge, machin, etc. Une belle tête de Bouddha que j'ai trouvée ce matin. Mais rien, tout ça c'est ici, c'est là. Voilà, ça sera, peut-être ça finira dans une brocante et disséminé à d'autres personnes, etc. Et c'est comme ça, c'est le truc. Donc au fond, tout ce qu'on fait, c'est altruiste. Et on ne le sait pas. On peut donc comprendre l'histoire comme la résultante dialectique des efforts individuels. Et bien sûr que c'est ça. Mais puisqu'elle obéit en tant qu'œuvre globale à des lois différentes de celles qui régissent les activités parcellaires, on peut aussi la regarder comme l'enveloppant suprême de tous les êtres singuliers, comme l'esprit mondial qui les gouverne habilement en leur laissant croire qu'ils se déterminent librement. Voilà. Et on doit avoir l'illusion, on doit croire à l'illusion que nous travaillons pour nous. On doit croire à l'illusion que nous sommes, que nous avons un libre arbitre, que nous sommes les maîtres de notre pensée, de notre destin, etc. On peut le devenir, le maître un jour de notre destin. On le devient dans l'extase et uniquement dans l'extase. À mon sens, il faudra que je développe ça, mais je suis convaincu qu'il n'y a que cet état-là qui permet d'être dans une liberté absolue, d'atteindre la liberté absolue. Voilà, après les libertés relatives sont importantes, sont bonnes, etc. Et donc on doit croire aux libertés relatives, à tout un tas de choses, c'est tout à fait normal. Voilà. Ambiguïté dans laquelle Hegel semble se complaire. Deux points. Les hommes sont les supports de rapports universels qui les dominent, mais qu'ils ont eux-mêmes établis activement dans l'inconscience. Mais bien entendu qu'il s'est complaît là-dedans, parce que quand on découvre une chose pareille, une pure merveille comme ça, ben, on y plonge, on y nage, on s'y émerge, on y vit, voilà, on y vit du matin au soir, parce que c'est extraordinaire comme sentiment, comme sensation, de comprendre que, eh ben, il y a quelque chose qui est au-dessus de nous, voilà, un moteur qui nous anime, quoi, voilà, qui anime l'humanité, qui attire l'humanité vers un point de perfection, un point d'ultime perfection. Voilà. Coupure encore donc entre l'acte individuel et l'entreprise collective, mais coupure dialectique asservie à son contraire, la continuité sur laquelle elle se découpe. Pascal avait fortement noué le lien de succession. Toutes deux points, ouvrez les guillemets, toute la suite des hommes pendant le cours de temps de siècles doit être considérée comme un même homme qui subsiste toujours et qui apprend continuellement. Fermez les guillemets. Et bien voilà. Et bien je viens de découvrir cette phrase-là qu'a écrit Pascal et je suis fier d'avoir écrit sur Twitter que au chef de l'État qu'il devrait prendre la parole au nom du peuple français, au nom de la France, de l'histoire de la France, de cette belle histoire qu'est la France, un pays magique dans ce sens, qui a un rôle universel important, et de dire, voilà, cessez de vous quereller, frères
frères humains, frères oiseaux de passage, oiseaux destinés à s'entraider. Voilà. En gros, c'est ça. Ça, c'est Bachot qui a écrit ça. C'est un haïku. Donc, il y a 1000 et quelques années. Ben, bien sûr que c'est ça. Tout homme qui lève la tête au ciel, qui s'arrache à ce mais c'est pas tout le monde peut s'arracher. Il n'y a pas un être humain qui ne peut pas s'arracher de la mécanique ordinaire de l'existence. C'est simplement qu'on y est contraint. C'est une chance de pouvoir s'en échapper, C'est pas une question d'intelligence ou quoi que ce soit. C'est juste une question de chance. Voilà, moi j'ai la chance de ne pas être contraint au bagne, en somme, à courir du matin au soir et à me plonger épuisé sans pouvoir réfléchir voilà, sur la télévision ou me vider l'esprit avec des choses. Bon, donc c'est une question de chance. Bon, bref. Voilà. Hegel ne désapprouverait sans doute pas une telle formule, mais à condition de la compléter en la corrigeant. D'abord, mais évidemment parce qu'il a 302 ou 300 ans de plus de connaissances, Hegel, sur Pascal. C'est pas, voilà, c'est toujours pareil. C'est une chaîne. On est inclus dans une chaîne. Voilà. D'abord, l'humanité ne se contente pas d'apprendre, elle agit aussi. Et elle se cultive, et elle ne se cultive qu'en transformant la nature ainsi que les produits vieillis de son propre travail. Voilà. Alors, c'est là où, évidemment, on a exagéré avec l'idée de se rendre maître comme maître et je me souviens plus la phrase exacte alors, bon Dieu, de se rendre comme maître de la nature. Bon, vous avez compris, vous savez de qui je parle. Et il a bien précisé comme maître, pas maître de la nature. Mais on a exagéré, on a voulu se rendre maître de la nature et on est dans cet orgueil où on peut penser, au moins la société actuelle, moderne, elle a le sentiment qu'elle peut, que voilà, et donc dans cette exagération, on s'est pris un coup de boomerang là, qu'on est en train de le digérer, il nous a bien frappé le crâne en nous disant, voilà, c'est bon, ok, vous croyez que vous pouvez faire ce que vous voulez sans réfléchir sur cette planète, vous croyez que vous n'êtes pas dépendant de tout, que vous n'êtes pas faites pas partie de l'écosystème, vous croyez que l'écosystème c'est quelque chose d'extérieur à vous. Non, vous êtes là-dedans. Et si vous déconnez, et après que je vous ai envoyé des symptômes pendant presque 100 ans, là, même davantage, je vous envoie des symptômes en vous disant voilà, ben maintenant, vous êtes, voilà, vous l'avez chopé la maladie. Donc maintenant, il va falloir que vous accélériez le processus pour vous soigner. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, mais, et c'est pour ça, mais par contre, on doit agir, bien sûr, sur la nature. On doit arriver à en faire un paradis écologique. Un endroit où, dans 200-300 ans, je ne sais pas combien, peut-être plus, je ne sais pas combien de temps ça va prendre pour arriver à faire de cette planète un endroit totalement écologique. Mais on y parviendra. Ça sera, c'est obligatoire, quoi, hein, dans cette... voilà, c'est obligatoire, c'est orgueilleux, bien sûr, parce que c'est Inch'Allah,
si Dieu veut. Voilà, il n'y a pas Mazel Tov. Voilà, c'est pas nous qui avons le, le, la clé, hein. Mais il n'y a aucune raison que, 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 que l'humanité. Pourquoi le principe créateur mettrait en œuvre un univers comme le nôtre, avec voilà, qui part, qui se refroidit, la terre, etc., la vie qui apparaît de façon incroyable, qui se développe, etc., qui donne les mammifères, puis nous, on s'extrait de la nature, on est toujours des mammifères et des primates, mais bon, voilà, et puis on développe, on découvre le spirituel, on découvre l'idée du divin, de Dieu, etc. On évolue, on cherche, on essaie de comprendre notre place sur cette planète, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait, on révèle ce monde comme si c'était notre rôle de révéler ce monde. C'est peut-être notre rôle, évidemment, d'éclairer la majesté de cette création. Mais tout ça pour arriver à un échec, ça serait absurde. Et ce monde, il est absurde que pour les existentialistes qui ont écarté le divin de leur pensée. Sinon, il n'est pas absurde. Et surtout, le développement humain millénaire ne se ramène pas seulement à un accroissement univoque, à une continuation paisible. Évidemment, voilà, il y a des hauts et des bas dans cette évolution. On est dans un moment bas, mais on est toujours en évolution. Le genre humain avance, mais en titubant, à tâtons, comme un aveugle. Incroyable. Voilà, et là, ça me rappelle un artiste, et je l'ai mis sur mon site. Un artiste que j'ai côtoyé sur la Côte d'Azur, qui a travaillé à l'aveuglette. Bon, ben voilà, son nom m'échappe, mais peu importe. Et il peignait en fermant les yeux sur une toile, et donc c'était des toiles à l'aveuglette. Et symboliquement, c'est grandiose, quoi, tout simplement. Il se fourvoie parfois, se condamne à des régressions. Les conflits et les luttes internes le propulsent en le jetant çà et là dans une bousculade. Cette conduite ne rappelle guère celle d'un érudit qui, profitant d'un repos de l'histoire, s'adonne tranquillement à ses recherches. Voilà, bien sûr, parce qu'il faut, le monde est dans son chaos et il faut des érudits. Voilà, ils y sont, ces érudits, ils travaillent. Voilà, Hegel travaillait quand il était temps de travailler. Là, ils travaillent, tous ces érudits, en silence, en repos. Ils y sont, que ce soit dans les ashrams, dans les madrasas, dans les centres d'études, je ne me souviens plus comment ça s'appelle en Israël, etc. Voilà les endroits où les gens étudient la foi, la spiritualité, etc. La profonde spiritualité, parce que la religion, c'est une chose, évidemment, il y a des choses extrêmement contestables dans les religions. C'est clair, et on continuera à les contester, et on ne laissera pas les religieux prendre le pouvoir politique sur le monde. Ça, c'est clair, il n'a pas à être là-dedans. Le religieux, il a fait son boulot pendant deux millénaires, il a aidé l'humanité à évoluer, il nous a aidés à maîtriser les pulsions violentes des êtres humains, il n'y a pas de problème. Grâce à lui, l'homme a adouci ses mœurs, a appris la charité, le pardon, le partage, etc. Tout un tas de choses. Elles ont un apport mais énorme, et c'est totalement injuste que les hyper laïcs essayent de montrer qu'il n'y a rien, essayent de démonter, de faire du bashing là comme ça.
Ils ont une responsabilité aussi, bien entendu. Donc, ces trucs. Mais, alors ça, les religions, il n'y a pas de problème. Elles doivent rester, elles sont destinées maintenant que l'humanité a atteint son allure de croisière démocratique, laïque, etc., où c'est les lois laïques qui doivent remplacer les lois, la morale religieuse, mais il faut que la religion continue à aider la transition pour passer complètement sur les lois laïques. Parce que dans les lois laïques, on peut obéir aux lois laïques tout en étant un pervers narcissique, tout en étant impitoyable, tout en étant sans cœur, tout en étant sans morale réelle. Voilà, on peut rester dans la loi, mais être immoral. Et donc, c'est là où le religieux, il doit être là pour dire non, là, non, c'est pas bon, c'est pas le bon comportement. Vous pouvez pas vous comporter comme ça. Voilà, c'est tout. Ok, c'est simple. Évidemment, législativement, un huissier, il peut venir et puis dire, voilà, vous payez plus votre loyer, madame, avec vos 5 gosses. Je suis désolé, on récupère tout ce que vous avez ici et vous avez 1 heure pour vous mettre sur le bord de la route et il faudra trouver quelque chose. J'y peux rien, c'est la loi, c'est comme ça, c'est le truc. Bien sûr que c'est la loi, mais c'est pas éthique. C'est pas éthique, d'accord? Voilà. Bien sûr qu'un médecin, et même il le fait de façon généreuse, il va voir un couple et il dit voilà, on a fait la myosynthèse et votre enfant est susceptible d'être peut-être porteur du chromosome supplémentaire, etc., et avoir un problème. Donc si vous voulez, on peut vous aider à le... Voilà. Mais eh ben, là, il est dans la loi, mais il n'est pas moral. Parce que moral, ça voudrait dire, moi en tant que médecin, j'appelle, je téléphone au chef de l'État, je m'organise en tant que médecin, comme on a le privilège de ce truc-là. Vous êtes chargé de protéger tous les humains qui viennent sur Terre, d'aider les familles qui ont, par exemple, un enfant trisomique, etc., qui veulent le garder. Parce que ces enfants-là, il y a aucune... Ils ont un apport considérable à l'humanité. Pourquoi on les empêcherait de vivre? Qu'est-ce qui fait qu'ils ont... comment nous pouvons décider qu'ils sont en trop sur cette planète? Voilà. Donc, il demanderait aux philosophes, aux penseurs, aux spirituels, dites-nous comment vous voyez, quels sont les apports de ces êtres humains. Ils sont gigantesques si on y réfléchit réellement. Donc il ferait ça, et après il dirait, voilà, maintenant, vous avez le choix, on vous donne vraiment toutes les données. Et là, vous choisissez, c'est parce que la science a évolué. Maintenant, on sait qu'on peut interrompre une grossesse et il n'y a pas de raison. Voilà, si c'est votre choix, si vous choisissez ça, d'accord, il n'y a pas de problème si c'est difficile pour vous, mais vous choisissez en connaissance de cause et avec tout ce qui peut être fait derrière, etc. Vous pouvez, voilà, vous savez que les enfants qui arrivent dans ces familles, toutes les familles, la plupart ceux qui ont les moyens de s'occuper correctement de ces enfants disent mais ça a été une richesse inouïe dans la famille, etc. Bon, voilà. Donc après, bien sûr que le monde, on n'est pas dans un monde de bisounours, évidemment, c'est pas si simple que ça, les choses sont pas simples, etc. Mais je veux juste montrer que voilà, il y a le religieux a encore son mot à dire. Il ne doit pas faire de politique, il ne doit pas, etc. Mais il a le droit de dire, vous nous maltraitez, on ne veut pas que vous maltraitiez ceux qui ont envie de croire, ceux qui ont envie de vivre leur foi de telle manière, de telle ou telle manière, tant qu'ils embêtent personne. Voilà, là c'est tout à fait dans leur
dans leurs attributions. Les choses qui ne sont pas là, c'est de s'investir dans une politique pour ramener quelque chose de, de trop archaïque. On ne peut pas imposer des règles qui ont 2000 ans d'histoire ou 1300 ans. On ne peut pas revenir sur des lois comme ça. Tous les systèmes qui ont essayé de ramener, et voilà, le nazisme a pris appui sur les antiques, sur les Grecs, sur les bon voilà, sur des sociétés traditionnelles. Ils sont allés chercher de ces sociétés traditionnelles le pire, c'est-à-dire la rigueur, la violence, le fait d'être voilà, d'être des Spartiates, d'être voilà, dans ce mécanisme-là. Ils sont allés chercher ça. Et ben, ils ont fait revivre à l'humanité exactement les mêmes souffrances que ce qui se vivait à l'époque. Les Romains, les Italiens, ils ont fait exactement la même chose, les fascistes italiens. Ils sont allés chercher les Romains, ils sont allés dire on va restaurer l'image de Rome, la Rome. Eh bien, ils ont fait vivre la perversion de la Rome antique. Voilà, qui décidait comme ça, tel groupe, il faut le virer, etc. Et puis, avec des idées grandioses de guerre, de trucs, etc., de conquête. Et même pas le côté intelligent de cette époque-là, puisque les Grecs étaient au top niveau, les Romains étaient au top niveau, etc. Toutes ces sociétés traditionnelles, à leur époque, étaient au top niveau. Ils avaient aussi du bon. À la limite, s'ils étaient allés chercher un peu le côté philosophique de ce qui se passait, ou spirituel, c'était une chose. Mais voilà, ils sont allés chercher le pire. Et quand on va chercher le pire d'un système ancien, ben on fait vivre à la société les mêmes souffrances qu'à l'époque. Voilà, et c'est valable pour les religions. Donc les religions sont fondamentales, mais elles doivent prendre conscience que, bon, elles sont là pour servir d'appui à la législation. Quand il y a un trou, quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand il y a une accélération un peu trop rapide de la société, eh ben on vient avec son éthique, on vient, etc. Voilà, on essaye de donner un autre éclairage aux choses. Voilà. Bon, je vais arrêter là. Ben, encore, hein, j'avance à pas de... Mais bon, j'ai beaucoup de choses à dire qui sont extérieures. Et en fait, je pense que le moment je dois le sentir intuitivement un peu survolté. Là, il y a quelque chose un peu comme si tout arrivait là dans tous les sens. On voit bien qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le présent. Alors, ce que je dis sur le présent, c'est destiné à devenir obsolète, à être dépassé, à être, voilà, à ce qu'on dise, ben ouais, quand il disait ça, c'était, il n'était pas dans la réalité. La réalité, elle pouvait pas changer aussi vite. Le monde, il pouvait pas d'un seul coup aller vers la paix universelle, etc., etc. Il prônait des choses qui étaient irréalisables à ce moment-là. Ça change, évidemment, ça a évolué, mais voilà, c'est destiné à être obsolète. Donc il faut le prendre avec légèreté et surtout mettre la bienveillance partout où je l'oublie, où ma colère fait que je l'oublie. Voilà, la bienveillance envers tous et envers voilà, tous les systèmes et même voilà, les systèmes qui sont contraints à partir en guerre, à faire la guerre, à se faire à, à faire des mouvements de menton, etc., etc. Ils n'y peuvent rien. Pardonnez-leur, pardonnez-nous,
nous ne savons pas ce que nous faisons. Et c'est valable pour tout le monde, y compris moi. Allez, voilà, et ben, c'était une journée où l'oxygène m'a permis de parler un peu plus fusément. Voilà, merci de votre écoute et puis à très bientôt.